Les solutions qui vous seront présentées dans les prochains épisodes résisteront-elles au climat politique actuel, marqué par un engourdissement social? Est-ce qu'on peut vraiment laisser le destin de nos jeunes entre les mains d'une majorité qui ne pense pas à eux? Ou pire, entre celles d'un État éteint? L'éducation en elle-même, c'est une utopie, une merveilleuse utopie. Il faut croire en l'utopie. Mais avons-nous le choix d'y croire compte tenu de la problématique de l'éducation, la problématique de la planète actuelle? Avons-nous le choix de ne pas procéder autrement ou du moins d'essayer? À un moment donné, j'étais dans une entrevue à la télévision avec Mme Anne-Marie Dussault, qui me demandait à la fin d'une émission, « Mais M. Rouleau, vous, si on vous demandait, là, en 2 minutes, de dire qu'est-ce qu'il faudrait faire, ça serait quoi la révolution à faire au Québec en éducation? » J'avais répondu de façon un peu maligne. C'est très simple, parce qu'à l'époque, M. Bouchard était premier ministre du Québec, M. François Legault était ministre de l'Éducation, et leurs 2 enfants étaient chez les Sœurs Jésus-Marie dans un collège privé à Outremont. J'avais dit, Madame Dussault, c'est très simple. Il s'agit de donner à tous les enfants du Québec ce que le premier ministre, les ministres de l'Éducation donnent à leurs enfants. Même Jean Charest. Et à ce moment-là, la révolution est terminée. La Finlande, soi-disant, a pris des décisions magnifiques en éducation et tout. Ben, le modèle finlandais, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord des ressources. C'est de payer cher les enseignants, de leur donner une très bonne formation, d'exiger d'eux des diplômes très considérables, qui sont l'équivalent d'une maîtrise, et aussi les motiver tellement vis-à-vis de leur métier qu'ils y viennent avec cette passion, et d'autre part leur donner les moyens dans la classe en réduisant le nombre d'enfants. Alors, au total, c'est la question des coûts qui est importante. C'est de regarder comment une société est prête à payer pour obtenir ça. Actuellement, nous, en éducation, on n'investit peut-être pas autant qu'il faudrait. Les solutions, vous savez, ne sont pas miraculeuses. On peut pas blâmer les enseignants toujours en disant ils y parviennent pas, ils sont incompétents, ils sont pas bons, ils sont pas bien préparés. Quelles sont les façons qui ont échoué jusqu'à maintenant pour résoudre chacune de ces crises-là? D'abord, il y a l'approche politique. Depuis des décennies et des décennies, les diverses factions, diverses idéologies politiques ont dit, bien, nous, on a la solution pour le bonheur de l'être humain, pour résoudre ces problèmes-là, que ce soit de l'extrême gauche à l'extrême droite, le marxisme, le néo-marxisme, le trotskisme, maoïsme, libéralisme, etc. Mais je veux dire, on a beau changer tout ça, il n'y a aucune de ces crises-là qui a diminué. Au contraire, ça exacerbe souvent les crises. Une autre approche, c'est l'approche juridique. Dire il y a des problèmes de violence, de ci, de ça, on va faire des lois et on pourra résoudre ces problèmes-là. Ça n'a rien changé. On a cru, dans une optique scientisme, que la science parviendrait à résoudre tous les problèmes. Elle en a résolu, effectivement, mais elle ne peut pas venir à bout de tous ces problèmes-là. Et finalement, on le voit bien encore aujourd'hui, puis on le voit bien depuis des siècles, que la religion, les diverses perceptions et valeurs religieuses, tout comme politiques et économiques, ça a exacerbé la situation. Et dans le domaine de l'éducation, et c'était le postulat de la démocratisation quantitative, on a dit, le jour où les gens seront instruits, ça va être l'essor de la société et la résolution des problèmes. On a vu que ça n'a pas été la situation. Charest veut sûrement pas entendre, surtout pas entendre, un rapport d'experts dire l'éducation au Québec est trop chère. Il faut que les Québécois et les Québécoises payent moins pour étudier, ils étudieront plus, ça sera plus démocratique, et le gouvernement doit aller chercher l'impôt là où il est, par exemple l'évasion fiscale. 8 milliards de dollars d'évasion fiscale par an au Québec. M. Charest a fait un cadeau, et ça c'était dans le débat des chefs de la dernière élection électorale. Je crois que c'est André Boisclair qui lui a sorti un document prouvant qu'il a donné en cadeau 350 millions de dollars aux banques du Québec. Pourquoi? Pourquoi on fait ça? Il n'a pas répondu. Il a dit que c'était pour une question de compétitivité, blablabla, enfin des histoires habituelles. Donc voilà, il y a de l'argent à aller chercher. Monsieur Yves Séguin, avant de quitter le gouvernement Charest, a dit publiquement
qu'il en avait assez de payer 5 milliards de dollars par an en cadeau à des entreprises qui font des profits. À peu près toutes nos entreprises dites privées au Québec fonctionnent avec de l'argent public. À peu près toutes. De la Caisse de dépôt, de la Société Générale de Financement, de la FTQ, de la Caisse d'investissement des syndicats, etc., etc. Et tous les profits qu'elles font, privés. Et en plus, elles ne payent pas d'impôts. Et notre gouvernement nous dit, j'ai pas d'argent. Mais bien sûr qu'il n'a pas d'argent. Qu'il aille le chercher là où il est l'argent. J'ai des chiffres que j'avais préparés, que j'avais demandé au Devoir, que j'avais envoyé au Devoir, à la presse, etc., à tous les journaux, mais que personne n'a publié, et qui sont... et que j'ai remis entre les mains de Madame Jérôme Forget elle-même, parce que je l'ai rencontrée dans une émission de télévision, et sa réponse c'était que ces chiffres n'étaient pas parvenus à son ministère, et je lui ai dit, mais écoutez, c'est cadeau, gratuit, voilà. Et elle m'a dit, non, 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 pas besoin, ce que vous dites là, ça non. Est-ce que je peux vous lire ces chiffres? Ben, écoutez, alors voilà, l'article était intitulé « Comment donner des arguments à Mme Jérôme Forget pour nous éviter un budget d'austérité au Québec ?» Voilà où on peut aller chercher de l'argent, entre autres, parce qu'il y a un autre texte, il y a d'autres chiffres qui ne sont pas là. Si on va chercher ce qu'on doit au Québec en déséquilibre fiscal fédéral, 2,5 milliards de dollars. Si on rétablit la taxe sur le capital pour toutes les entreprises, 250 millions de dollars. Si on réduit les crédits d'impôt et autres aux entreprises, 500 millions de dollars. Impôt minimum sur les sociétés, 250 millions de dollars. Renoncement aux réductions d'impôts particuliers, 1 milliard de dollars. Plafond des REER à 5 000 dollars, parce que les REER n'ont servi qu'aux riches en fait, ils n'ont servi à personne. 1 milliard de dollars. Imposition de 75% et non 50% des gains en capital, 500 millions de dollars. Évasion fiscale, 1 milliard de dollars. On a été très conservateur parce qu'en fait, selon les chiffres de l'OCDE, c'est autour de 8 milliards de dollars. Donc le total, ça nous donne 7 milliards de dollars. D'autres choses qu'on peut aller chercher. Fonds de suppléance du gouvernement québécois, 380 millions de dollars. Transferts fédéraux en santé non utilisés, 762 millions de dollars. Diminution du service de la dette, parce qu'on peut diminuer le service de la dette, le mettre au niveau de l'OCDE très facilement. 2 milliards 700 millions de dollars. Fin du remboursement 2003-2004 d'un trop perçu de péréquation, 2 milliards 400 millions de dollars. Grand total, presque 14 millions de dollars. 14 millions 14 milliards, excusez-moi. 14 milliards 242 millions de dollars. 242 millions. Et j'ai d'autres chiffres où on peut aller chercher pratiquement 20 milliards de dollars. On peut dire que le Québec consacre déjà quelque chose comme entre 8 et 12% du PIB à l'éducation. Hein. C'est parmi les pays qui consacrent le plus la part du PIB à l'éducation. Mais la question qu'on peut se poser, c'est comment c'est utilisé, cet argent-là.